Je crois que les drogues amplifient la conscience humaine. William James le croyait aussi, et j'en ai découvert une nouvelle. Une nouvelle drogue ? Les alchimistes chinois s'en sont servis il y a des siècles, mais elle est virtuellement inconnue en Occident. Ses propriétés occultes sont stupéfiantes. Grâce à elle et aux connaissances mathématiques que je possède, je crois qu'il m'est possible de reculer dans le temps. Je comprends pas. Le temps n'est que notre perception imparfaite d'une autre dimension de l'espace. Le temps et le mouvement sont l'un et l'autre des illusions. Tout ce qui a existé depuis le début du monde existe à l'heure actuelle. Les événements qui se sont produits il y a des siècles sur cette planète continuent à exister dans une autre dimension de l'espace. Des événements qui se produiront dans des siècles existent déjà. Nous ne pouvons percevoir leur existence parce que nous sommes incapables de pénétrer dans la dimension de l'espace qui les contient. Les êtres humains, tels que nous les connaissons, ne sont que de simples fractions, des fractions infiniment petites d'un tout énorme. Chaque être humain est lié à toute la vie qui l'a précédé sur cette planète. Tous les ancêtres font partie de lui. Seul le temps le sépare de ses devanciers, et le temps est une illusion. Il n'existe pas. Les chiens de Tindalos de Frank Belknap Long. Bienvenue dans les Échos d'Arkham, une série de podcasts dédiés au jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Je suis Kevin et dans ces discussions, je suis rejoint par mon ami Guillaume, un autre passionné par ce jeu emblématique du paysage rôliste. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Toujours très bien, et puis en bonne compagnie aujourd'hui. Bah oui, parce que si je te dis qu'aujourd'hui, on ne va pas parler du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, qu'est-ce que tu me réponds ? Et oui, parce qu'aujourd'hui, nous accueillons au sein des Échos d'Arkham, non pas un, non pas deux, mais bien 3 invités. Je les présente, Damien. Coucou. Stéphane. Coucou. Et Augustine. Bonsoir. Ah oui, c'est vrai, c'est bonsoir qu'il fallait dire. Eh bien, ces 3 personnes que nous invitons ce soir, si vous suivez un petit peu les actualités, notamment de financement participatif, vous savez de quel jeu nous allons parler. En fait, nous allons parler du jeu Les Champs de Tindalos. Pas les chiens de Tindalos. Grande différence, mais peut-être qu'ils vont pouvoir nous donner un petit peu plus, nous expliquer un petit peu plus leur projet. On va commencer par une question assez simple, mais les Champs de Tindalos, c'est quoi ? Ouais, les Champs de Tindalos, c'est un jeu de rôle d'investigation occulte. Si ta question c'est pourquoi est-ce qu'on s'est appelé les Champs de Tindalos et le rapport par rapport aux chiens de Tindalos, en fait j'ai envie d'aller là-dedans direct, donc je vais te répondre. En fait, le champ c'est la dimension chorale. On crée ensemble et on revisite le lore Lovecraftien, enfin le mythe de Cthulhu. Et si tu veux, Lovecraft, il y a ceci qui est assez étonnant, qu'il a toujours ouvert son mythe aux autres. Et du coup, tu vois, Guillaume, tu nous as lu tout à l'heure Frank Belknap Long. Belknap Long, il se voit comme un continuateur de Lovecraft, comme Derleth, comme Bloch se voit comme des continuateurs de Lovecraft. C'est un fait unique dans la littérature contemporaine. Il faut bien se rendre compte de ça, en fait. Ça n'existe pas depuis la chanson de geste du Moyen-Âge et depuis les Aèdes et Homère, ce retravail du mythe. Voilà, nous, on a voulu s'inscrire dans cette continuité-là. On a voulu continuer Lovecraft et en même temps avec le pas de côté que Lovecraft lui-même a laissé ouvert en disant aux autres, en fait, reprenez mon mythe, travaillez-le, développez-le. Et c'est ce qu'on a voulu avec les Champs de Tindalos. C'est pour ça qu'il n'y a pas Cthulhu en fait, dans notre nom. C'est parce qu'on ne voulait pas s'inscrire dans la pure filiation de Lovecraft, mais on voulait s'inscrire dans la filiation d'un mythe qui est le mythe des origines, qui est amené à être travaillé, retravaillé et déformé par le temps. C'est intéressant parce que tu te places en tant que continuateur de Lovecraft, mais du coup, c'est vrai que j'avais jamais pensé, mais en fait, nous sommes tous d'un côté des continuateurs de Lovecraft, parce que même si c'est pas dans l'écriture de romans ou de nouvelles, on l'est dans le sens où on crée des jeux, on y joue, on fait vivre en fait son mythe et puis son œuvre.
C'est très émouvant ce renvoi sur Homer, puisque moi non plus, j'y avais jamais pensé comme ça, mais fort belle image. Si je me trompe pas, la genèse de votre projet, ça a démarré par une campagne de jeu un peu particulière que vous auriez créée pour des amis. Oui, c'est ça. Alors, bon, là, je suis Damien et donc Marie et Nico sont pas là ce soir. Mais Marie et Nico, c'est les deux autres créateurs du jeu. Et en fait, on s'est confinés ensemble au moment où la pandémie de Covid a frappé. Et on s'est dit quoi de mieux que de rester confinés, de proposer à nos amis de se confiner une semaine de plus au sortir du confinement pour jouer ensemble une grande campagne. Donc, en fait, l'idée, elle vient de là. Elle vient du fait qu'on a été trois, qu'on était trois rôlistes, qu'on aimait scénariser, qu'on aimait déjà beaucoup jouer ensemble. Et puis voilà, pendant 3 mois, en fait, on n'a pas arrêté. Enfin, on n'a pas arrêté parce que vraiment, on a même prolongé le confinement, en fait, si tu veux. Au moment où on a eu le droit de se déconfiner, on est resté une semaine de plus, pas une semaine, 3 semaines de plus sans sortir parce qu'on était à fond dedans. Et puis après, on a fait jouer Stéphane qui est là, qui a rejoint l'aventure. Gwen aussi qui a rejoint l'aventure, et puis ensuite comme ça les joueurs se sont accumulés parce qu'on a réédité le scénario les années suivantes. Par exemple le président de la maison d'édition qu'on vient de former, Paul, c'est un joueur de la 2e édition. L'illustrateur Benjamin, c'est un joueur de la 2e édition. Augustine, la directrice artistique, c'est une joueuse de la 5e édition. Là, on parle vraiment d'une campagne, d'une longue partie que vous avez créée pour vos amis, mais de là à se dire, on veut que ça soit édité, il y a quand même un pas de géant. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer votre raisonnement ? Bon, je vais commencer. Stéphane, pour ceux qui me connaissent un peu plus, c'est Banane Bleue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a effectivement joué une semaine enfermé avec des Ikoto qui nous ont en plus... fait des tours pendables. Et puis surtout, ça a été un scénario qui a tenu pendant une semaine à 12 joueurs. Donc il y avait une masse totalement gigantesque, complètement absurde de documents, de lore, je veux dire, il y a même des éléments d'escape game qui sont arrivés dans la campagne. Enfin, c'était complètement délirant le travail qui a été fait sur cette campagne. Et du coup, forcément, déjà, ça marque. C'est-à-dire que on a expérimenté en live la tension. Quand, au bout d'une semaine, vous dormez peu parce que vous faites 2 séances de jeu de 8 heures par jour et qu'il y en a qui passent des nuits blanches sur les documents pour essayer de trouver les liens et que vous voyez des tableaux absolument partout avec des liens, avec des petites cordes et des petites punaises, etc., je veux dire, on touche du doigt vraiment le fait de plonger littéralement dans l'univers, de plonger littéralement dans le personnage. Ce qui fait que à la fin de la session, alors effectivement, on était pas mal, mais en l'occurrence, moi et Gwendoline qui a joué avec nous, on s'est dit, mais avec cette masse monstrueuse que vous avez fait, c'est juste pas possible en fait de la garder comme ça et de ne pas la rejouer. À minima, il faut la rejouer. Et puis, il faut la rejouer dans un bel écrin. Donc c'est là, par exemple, qu'on a commencé à faire son et lumière. Donc on a créé tout un système domotique avec un ensemble pour pouvoir habiller une pièce de lumière, pouvoir habiller une pièce avec du son. Et c'est là que Samia a également intervenu pour faire tout le design sonore. Et puis, cette masse était énorme. Et donc, il y a eu une réédition. À nouveau, il y a eu une nouvelle campagne qui a été faite et on était toujours sur le système de l'appel de Cthulhu. Et c'est là qu'à un moment, on s'est dit, Nico, Damien et Marie se sont dit, c'est pas possible de jouer avec ce système de règles. D'autres personnes leur ont dit, c'est juste pas possible de garder ça pour vous. Il y a beaucoup trop de travail, c'est beaucoup trop énorme, c'est beaucoup trop à la fois différent de l'appel de Cthulhu et à la fois dans cet univers de Lovecraft. Tu sais, tu parlais de la continuité tout à l'heure, etc. On pourrait qualifier ça de l'univers étendu, à l'instar de ce qu'on voit sur Star Wars. Et voilà, c'était juste pas possible de le garder. Et donc, du coup, il y a eu des rééditions de cette fameuse campagne, mais en parallèle, cette campagne est devenue un lore
un univers à part entière, est devenu un jeu à part entière, et effectivement une réinterprétation globale qui, c'est ce qu'on disait pour les personnes qui connaissent le mythe de Cthulhu, l'appel de Cthulhu, ils peuvent y jouer, ils seront complètement surpris. Parce qu'il y a énormément de choses derrière qui font que c'est vraiment un jeu à part entière, un lore à part entière, un bac à sable énorme. Déjà, ils sont en train de sabrer à fond pour pas faire. Oui, non, pour le manuel, effectivement. Pour le manuel, effectivement, on a décidé d'inclure 180 personnages, ce qui, je crois, selon les standards habituels, est beaucoup, mais on en a 670 des personnages en vérité dans la ville de base. Non, mais c'est ça, en fait, pour rebondir sur ce que tu disais, nous, après l'avoir joué une première édition, on était déjà parti sur 3 sequels et un prequel. Et puis c'est des gens comme Stéphane, comme William, comme Gwendoline qui nous ont dit non, mais là, ce que vous avez, ça vaut le coup de le travailler encore. Et puis après, on pourra venir sur les raisons concrètes qui nous ont poussés en fait à. On était, nous, dans le système de l'appel de Cthulhu. On pourra revenir peut-être sur les raisons qui nous ont poussés à sortir et à créer un système de jeu différent. On l'a mentionné en tout début d'épisode, c'est vrai que là vous en parlez un petit peu plus de ce que vous avez créé, donc ça nous donne hyper envie. Et là vous êtes en plein dans un financement participatif. Alors je pense que vous pouvez un petit peu nous en parler. Je crois que ça s'est lancé il y a quelques jours, peut-être une semaine. Est-ce que du coup, où est-ce que ça en est? Est-ce que les personnes qui nous écoutent vont pouvoir à un moment donné jouer à cette super campagne, jouer à votre jeu? Alors effectivement, on a lancé notre financement participatif il y a quelques jours, c'était vendredi dernier à 20h. Et on a eu une immense surprise parce qu'on a réussi à atteindre notre premier palier en à peine 13 minutes. Et d'ailleurs, on voulait en profiter pour remercier tous ceux qui ont participé et qui nous soutiennent depuis des mois, voire certains des années. Je pensais à Gwen, à Stéphane, à toute l'équipe. Par rapport au financement participatif, il est toujours en cours. On débloque, plus les jours passent, plus on débloque de paliers. Il en reste encore plusieurs à débloquer, au moins 3. Ensuite, par rapport à la campagne, donc ta question c'était est-ce qu'on va pouvoir y jouer à un moment? Alors, il faut savoir que tous les étés, on propose de la faire jouer à quelques joueurs. Les places sont assez réduites pour l'instant, mais on a un objectif qui surviendra sûrement... je ne veux pas te donner de durée précise, donc c'est quelques mois ou peut-être quelques années, on espère plutôt quelques mois, mais on aimerait pouvoir produire cette campagne sous forme de livre pour pouvoir l'amener au public, pour pouvoir la donner entre les mains des futurs maîtres du jeu ou des futurs joueurs qui s'y intéresseraient. Donc notre but, c'est vraiment de réussir à publier cette campagne, mais ça viendra dans un deuxième temps, après notre premier livre, qui est actuellement en financement participatif. Est-ce qu'on peut préciser la date de clôture du financement participatif puisque... Oui, bien sûr. Alors, on clôture notre financement participatif le 3 novembre 2024. Il y a une période de late pledge après. Donc, dépêchez-vous si vous voulez participer. En fait, on clôture pour les Utopiales de Nantes. Donc, effectivement, là, on va faire Octogone, on va faire Ponto Geek, je pense, la Paris Manga. Puis, on va finir... le grand barouf d'honneur sur les Utopiales pour le financement participatif. Et oui, effectivement, on a fait en 13 minutes, mais le deuxième, on l'a fait en 17. Le troisième, on l'a fait en quelques heures. Et puis, en 25 heures, on avait pété 4 paliers. Et le cinquième a suivi. Et actuellement, vous vous dirigez vers le 6e, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. C'est la dernière fois que je suis allé, vous étiez à quelques milliers d'euros d'atteindre le 6e. On s'en rapproche. J'avais vu au début, j'ai trouvé que c'était ridicule comme somme en fait pour la création d'un tel jeu. Moi en plus, j'ai fait une partie durant Octogone de l'année dernière avec toi Stéphane et j'avais beaucoup apprécié le moment. Déjà, merci à toi parce que je trouve que t'es un super maître de jeu. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un nom particulier, ce maître de jeu dans les chants de Tindalos? Est-ce que c'est pas un gardien des arcanes? Est-ce qu'il y a un nom? Un chanteur.
Ah bah bravo, un chanteur, t'étais un super chanteur. Et je vous invite, ceux qui, s'il y a encore des places dans vos parties, là, dans les conventions où vous allez aller, inscrivez-vous parce que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et puis, en plus de ça, ça va grave vous donner envie de participer sur le financement. Donc, n'hésitez pas surtout. Je reviens sur ma question, je crois. J'étais sur la somme de départ qui avait été demandée de 2500 €. Je vois que le livre que vous produisez fait 500 pages. Ma question c'est voilà quoi. Ouais, pourquoi Non, mais c'est une très bonne question. La vérité, c'est que c'est notre première publication. On est une toute jeune maison d'édition, et puis cette maison d'édition, c'est nous en fait. Si tu veux, c'est la structure qu'on a créée autour de nous, parce qu'en fait, on a condensé en 540 pages. On n'est pas encore à la page près pour le dimensionnement, mais on a condensé. Je dirais 3000 pages de texte à peu près. Donc on sait en fait qu'on a toute une gamme à sortir derrière, mais on sait aussi que c'est la première fois qu'on publie. Donc à partir de là, on n'est pas comme les grosses maisons d'édition, on n'est pas comme les 12 singes, on n'est pas comme Black Book Edition qui savent en fait qu'ils peuvent mettre des premiers paliers beaucoup plus haut parce qu'ils savent que leur nom inspire une confiance d'ailleurs justifiée aux pledgers. Nous, Valpurgis Édition, personne ne connaît en fait ce nom. Les gens de Tindalos, les gens commencent à connaître un peu. Mais voilà, on est édité chez personne en fait. On est édité par nous-mêmes. Il y a une raison simple à ça, hein. C'est que on a tout le talent chez nous, si tu veux. On a les auteurs, on a la mise en page, les graphistes, on a les illustrateurs. Tout ça, c'est nos anciens joueurs. Tout ça, c'est des membres de l'équipe. Et puis, en plus de ça, en ce qui concerne les auteurs, on a travaillé dans l'édition. Donc, si tu veux, on avait, à l'exception du réseau de distribution, je dirais l'ensemble des atouts qui nous permettaient de fabriquer un livre. On va prendre quelques minutes pour parler, pour mettre les mains dans le cambouis et parler règles. En fait, les règles ont suivi la campagne. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous gênait dans l'appel de Cthulhu dont vous vouliez vous débarrasser? Et qu'est-ce que vous vouliez mettre dans votre jeu en plus? En fait, pourquoi on est parti sur autre chose? Tout simplement parce qu'on ne voulait pas rester dans un système qui va plutôt valoriser la gestion de sa fiche de personnage. Et nous, on est à la base, il y en a beaucoup dans l'équipe qui font du théâtre. Nous, on aime les histoires, on aime raconter des histoires, on aime que le roleplay soit au centre de l'histoire, au centre de la partie. Donc ça, c'est important. Et typiquement, on avait besoin effectivement que le système de jeu puisse permettre ce genre de choses, puisse permettre d'amener, j'allais presque dire mécaniquement le roleplay, mécaniquement des systèmes qui sont, par exemple, la tension, pour ceux qui ont joué. La tension, c'est quelque chose qui est important parce que il faut que tu ressentes cette chose, il faut que tu ressentes ce petit frisson qui fait que, oulala, t'es en train de perdre les plombs, t'es en train de péter les plombs, de perdre les pédales, de tout ce que tu veux, ça ne va plus. Et ça, eh bien, sur un système comme l'appel de Cthulhu, tu jettes du dé de sang, tu jettes du... Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui fait que c'est un petit peu comme un jeu vidéo, tu vois. Un aspect très mécanique sur la gestion de la santé mentale. Mécanique presque un petit peu HRP, tu vois, qui t'extirpe un peu justement de tout ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est justement au contraire, c'est faire rentrer les gens dedans. Et typiquement, la barre de tension, ça a été la première chose qui est arrivée. D'ailleurs, avec les trombones que Gwendoline a trouvé, qui est un système qui plaît à tout le monde. La tension, ça vraiment montre au joueur, quand il prend son petit trombone et qu'il monte, et ben en fait, le joueur en lui-même augmente sa tension vraiment. Alors bien évidemment, il y a tout un tas d'artifices, le fait que je passe derrière les joueurs, par exemple. Eh bien, ouais, il y a cette tension. Et tu vois, typiquement, là où je me suis dit, ok, on a touché un truc qui marche bien, c'est quand tu masterises une partie à la Japan Expo, à côté d'une scène où il y a une idol qui fait un concert et que le son t'arrive à 107 décibels et qu'il faut bien se mettre à côté des joueurs pour juste qu'ils t'entendent et que malgré ça,
les joueurs flippent. Les joueurs sont dedans. Et bah, cette barre de tension, justement, elle joue, elle participe à ça. Le fait d'avoir des règles simples participe au fait que t'es pas en train de te poser la question, etc. Non, le master il dit, tiens, tu jettes ça, hop là. C'est quelques D6. C'est facile à voir, c'est facile à lire, etc. À comprendre pour des nouveaux joueurs. On a fait jouer énormément de nouveaux joueurs, hein, des primo-joueurs de jeux de rôle. J'en ai eu énormément à la table. Et en fait, justement, ce système de jeu force la narration, force l'intégration vraiment dans le système, enfin dans l'histoire, je veux dire, plutôt que de s'intégrer dans un système. Chose. Si je peux ajouter un petit élément, il y a quelque chose qu'on n'arrivait pas bien à cerner dans l'appel de Cthulhu, ou plutôt qu'on n'arrivait pas bien à combattre, c'était le fait que les joueurs pouvaient gérer leurs points de SAN, enfin de santé mentale, comme des points de vie. Et donc en fait bah, ta SAN elle descendait, mais tu vois, c'est comme à Donjons et Dragons, quand t'as 1 ou 2 points de vie, t'es toujours aussi vaillant en fait. Tu peux toujours faire ton enchaînement multiple si t'es un guerrier de niveau 9, tu vois, et éclater tout le monde, quoi. Bah, là, c'était un peu la même chose en fait. Ça dépendait un peu du bon vouloir du joueur, même à 10 points de santé mentale, de jouer sa folie. Nous, en fait, on a voulu, avec la barre de tension dont parlait Stéphane, avec un trombone qui augmente plus le personnage est tendu, plus il fait face à des situations inquiétantes. On a voulu régler ça parce qu'en fait, quand on arrive à des paliers, alors on doit se maîtriser. Et si on échoue à se maîtriser, alors on perd les pédales. Et en fait, on se l'est formulé comme ça. On voulait produire une mécanique qui fasse qu'un joueur qui même est dans la gestion de sa feuille de personnage puisse prendre des calmants avant d'aller voir les boss de la mafia, parce qu'il sait que sinon il risque de péter un câble, enfin de perdre les pédales. Et il faut pas perdre les pédales face à Don Mario Moretti, c'est pas possible. Voilà, ou même voilà, on veut pas avoir d'accident de voiture. Du coup, on boit du whisky au goulot avant d'y aller parce que ça fait baisser la tension. On voulait un système qui force à ça. Du coup, ce système, à un moment donné, donc tu parles de perdre les pédales, de faire un jet, tout ça, mais aussi il y a un système de cartes, je crois. Il y a un système de cartes en fait qui va justement donner des indications aux joueurs de ce qui se passe. Parce qu'il n'arrive pas à se maîtriser, tu vois. Il a accumulé un petit peu trop de tension. C'est un petit peu comme dans la vie, tu vois. Il t'arrive une petite merde le matin, il t'arrive un petit truc dans la journée, et puis t'as quelqu'un qui rajoute encore quelque chose, n'est-ce pas, Augustine? Et puis, au bout d'un moment, c'est trop. Tu sais, il y a trop de tension. Puis alors, il y a les gens qui sont forts, qui arrivent, qui réussissent leur jet, qui arrivent à se maîtriser, et puis t'as ceux qui ratent leur jet. Et ceux qui ratent leur jet, ça va sortir d'une façon ou d'une autre. Et le d'une façon ou d'une autre, c'est la carte PLP. C'est une carte, déjà premièrement, les joueurs adorent jouer cette carte. Deuxièmement, ça force les interactions sociales entre des personnes qui ne se connaissent pas. Ça libère un petit peu, tu vois. C'est clair, ça décomplexe. Hein, oui, ça décomplexe total. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, effectivement, il n'y a pas de... Voilà, j'ai tiré ça, je dois faire l'action. Et comme je leur dis à chaque fois... On peut prendre un exemple, tu vois. Ouais. Si Stéphane pioche la carte « Vous devez insulter quelqu'un », le personnage de Stéphane m'insultera, par exemple, et moi, je serais pas en train de me poser la question « Est-ce que c'est Stéphane qui m'insulte ou est-ce que c'est le personnage de Stéphane qui m'insulte ?» Parce qu'on sait bien que dans le jeu de rôle, oui, c'est vrai, on joue des rôles, mais il y a toujours la personne qui est derrière, et les conflits interpersonnels, ils percent. Eh bien voilà. On a envie de ménager, enfin de se ménager les uns les autres. Ce qu'on espère avec ces cartes perdre les pédales, c'est qu'on ne se ménage plus, justement parce que les mécaniques de jeu te poussent à te mettre sur la tronche, quoi. Tu sais comment c'est arrivé quand même, cette mécanique? C'est arrivé entre autres avec l'édition 2, où on a fait jouer des personnes, entre autres dans les joueurs qui ne se connaissaient pas. Et il est arrivé quelque chose qu'on n'aime pas trop. Les joueurs ont été gentils entre eux. Et ça, on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait cette fameuse barrière de on a tous nos façons d'interagir avec les autres, et en l'occurrence il y a des personnes qui sont plus sur la réserve, et ce truc là permet de lever cette réserve, et
Et il faut voir qu'effectivement, on a les joueurs qui veulent même tester le truc. C'est-à-dire qu'ils aimeraient bien monter la tension jusqu'à 20 pour pouvoir tester les cartes PLP niveau 4. Voilà. Et ça, tu veux que je te dise, ça a donné quelque chose qui était assez étonnant. C'est qu'en fait, tu as des joueurs qui arrivent et qui sont très roleplay. J'en ai eu un ce week-end qui était incroyable, j'ai adoré ça. Il est très roleplay. Et comme il est très roleplay, tu vois, il va jouer la tension de son personnage. Il va dire, non mais attends, moi, non mais c'est pas possible, moi ça me fait péter un câble. Enfin, tu vois, ça me stresse, ce genre de situation. Et lui-même, il monte sa barre de tension. Et c'est logique. Et c'est logique si j'ai un joueur qui me dit, là je me pose sur un canapé et tout, je respire, etc. C'est logique que sa barre de tension est descente. Tu vois ? Et donc du coup, le joueur devient le personnage. Le personnage est dans l'histoire. Il est incarné dans l'histoire. Et Ouais, ça, on n'est pas une secte. Oui, non. Stop Mivilude. C'est ça. Alors on comprend que ce jeu que les Chants de Tindalos est un très bon jeu pour initier les nouveaux joueurs. Qu'en est-il pour les maîtres ? Est-ce qu'il faut déjà un chanteur aguerri ou est-ce qu'un nouveau joueur peut être un bon chanteur ou une bonne chanteuse ? Alors, je vais me permettre de répondre parce que moi, pour le coup, j'ai quasiment jamais masterisé de ma vie. Et j'ai commencé ma première masterisation avec un scénario des Chants de Tindalos que vous êtes pas mal à avoir joué en convention, qui est Spring Iceland. Et je pense, comme tout nouveau maître du jeu, je stressais énormément. Parce que je me Est-ce que tu as disais, tiré une carte du coup pour... J'ai tiré un PLP niveau 4 dès le début, oui. Vous voyez quelqu'un voit les joueurs dans cette pièce ? Non, pas moi. Non, il y en a plus aucun. Bref. Et en fait, je me disais que c'était hors de ma portée parce que moi, en fait, j'ai pas mal joué à surtout du Donjons et Dragons. Alors, je saurais pas vous dire quelle édition exactement, mais en commençant à jouer avec les Chants de Tindalos, je me suis rendu compte que c'était un autre mécanique de jeu. J'arrive pas à parler français. Une autre mécanique de jeu, voilà. Et que c'était assez différent. Et du coup, je me suis un peu retrouvée démunie en mode, mais comment est-ce qu'on masterise ça ? Et en fait, Damien, ici présent, m'a mis tout le scénario de Spring Iceland dans les mains. Donc, j'ai passé quelques heures à tout lire, à bien m'imprégner du scénario. Et puis, je me suis retrouvée devant 4 joueurs. Et je me suis dit, là, le stress est remonté. Et comment je masterise ça ? Et en fait, j'avais aussi une playlist de sons à côté, donc de sons d'ambiance, de nappes, qui m'ont pas mal aidé. Et en fait, il a suffi que je dise 2 phrases pour présenter l'intro aux joueurs et je me suis retrouvée transportée dedans. Et en fait, j'ai plus du tout réfléchi à toute la complexité, à tout ce qui me stressait. Et j'ai réussi à rentrer dans le scénario, à faire jouer les joueurs, à leur faire lancer les dés, à leur faire piocher les cartes. Et en fait, je suis arrivée à la fin du scénario avec quelques écueils où les joueurs m'ont surpris. Je me suis dit, c'est pas dans le PDF du scénario, ça n'a pas été prévu, qu'est-ce que je fais ? Et en fait, mon cerveau s'est enclenché tout seul en mode, j'ai saisi comment on joue, j'ai saisi l'ambiance du jeu, du coup, je vais leur faire ça. Ou alors, je vais les faire aller par là, ou je vais les faire réagir comme ça, ou alors je vais les amener là-bas. Et en fait, je me suis laissée entraîner dans l'ambiance du jeu, tout simplement. Et à la fin de la partie, tout le monde m'a dit « Ah, c'était génial et tout ». Donc, moi, j'étais un peu en sueur quand même. Et donc, tout ça pour dire en conclusion que je trouve que c'est un jeu pour même maître du jeu débutant qui est très facile à prendre en main si on arrive à dépasser un peu son stress. Voilà. Et puis, effectivement, moi, j'étais très content que tu masterises. Et c'est vrai que les PDF, en fait, sont faits pour être... Enfin, en tout cas, les PDF, on parle des scénarios, sont faits pour que ce soit le plus explicite possible pour les nouveaux maîtres du jeu, tout en leur laissant la porte ouverte. Vous pourriez faire ça, etc. C'est juste des indications. Mais par contre, pour quelqu'un qui a un petit peu plus de mal avec la partie improvisation, t'es vraiment guidé pas à pas avec tout un tas d'idées. Et puis, l'autre point qui est super important, c'est justement, t'as pas à connaître 15 000 règles. Dans la création des règles, au tout début, ce qu'on avait, c'était tu vois, quelque chose de simple mais pas simpliste en tête. La possibilité, possiblement, de faire évoluer tes règles en fonction de ton niveau de masterisation.
Et donc, tu as la possibilité de jouer en format très direct. Et c'est ce qu'on fait souvent en convention, c'est-à-dire en ayant des règles très directes, très simples. Et donc, au final, tu n'as pas grand-chose à maîtriser. Je parle en termes de mécanique en tant que maître du jeu. Tu as la partie barre de tension, tu as la partie des caractéristiques et compétences. Une fois que tu as maîtrisé ce système-là, c'est terminé. Enfin, je veux dire, c'est super rapide à prendre en main. Et après, tu peux aller un peu plus loin. Tu peux utiliser, par exemple, les modificateurs de maîtrise par rapport à ton personnage. Et puis après, si tu es dans un scénario au long cours, tu vas pouvoir commencer à utiliser ce qu'on appelle les révélations, les pistes de folie. C'est-à-dire que c'est ton personnage qui commence à lucide ou à devenir fou, ça c'est une question de point de vue, où il va lever le voile de la réalité et effectivement avoir des comportements qui vont être modifiés. Et là pour le coup tu risques d'avoir également des cartes PLP qui sont associées à cette fameuse révélation et donc à avoir des pétages de plomb circonstanciés. Si par exemple tu commences à avoir peur des araignées, effectivement, tu vas pouvoir chasser tes araignées et puis peut-être au bout d'un moment éventrer quelqu'un pour voir s'il y a des araignées dedans. Bref, il y a tout ça arrive. Oui, voilà, ça arrive. Enfin, je veux dire, je connais des gens. Non. Évidemment, ce genre de choses t'amène à avoir cette mécanique de jeu et à aller un petit peu plus en profondeur. Et plus tu vas masteriser, et plus tu te dis, tiens, je pourrais intégrer ce truc-là. Tiens, je pourrais intégrer ce truc-là. Et puis pareil, quand tu as tes scénarios, tu te dis « Ah, tiens, ce truc-là, je pourrais le faire un petit peu comme ça. » On s'inspire aussi les uns les autres. Voilà, je pourrais faire ça. Et puis, je vais aller sur le dernier point peut-être, sur cet aspect de justement des maîtres de jeu. Et pourquoi j'en parle ? Parce que c'est un palier, et c'est le prochain palier, il me semble. Ou le prochain palier, c'est 2 scénarios. On a une spécialisation, beaucoup de personnes nous aiment pour ça. On co-masterise. Alors très souvent, c'est effectivement Nicolas et Damien qui co-masterisaient. Ils ont insufflé ça dans les chants de Tindalos, dans notre équipe. Et ce qui fait qu'assez souvent, on co-masterise. Et parfois, tout simplement, on fait, je vais dire, de la conduite accompagnée, de la masterisation accompagnée. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un master qui connaît bien le scénario, et puis il y a un deuxième qui vient et qui co-masterise, qui fait de l'ambiance, etc. Puis après, des petits parties, etc. Et du coup, en fait, c'est vraiment comme une conduite accompagnée pour t'amener vers une masterisation. Autre point, c'est attention, la masterisation, elle peut être très différente en fonction des personnes. Moi, je sais que j'ai une masterisation plutôt théâtrale, plutôt de présence, plutôt sur le fait que je tourne derrière les joueurs, etc. Mais Marie a une façon complètement différente de masteriser et qui est tout aussi efficace et tout aussi, j'allais dire sadique, mais... C'est un peu ça, oui. Efficace. D'ailleurs, ce sujet, pour reparler des personnages, je ne sais pas s'ils s'appellent les investigateurs comme dans l'appel de Cthulhu ou s'ils ont un nom particulier. Pour l'instant, ils s'appellent les pré-tirés. Non, justement, on n'a pas voulu reprendre la nomenclature de l'appel de Cthulhu. Évidemment, hein, on rend à César ce qui appartient à César et à Sandy Peterson ce qui appartient à Sandy Peterson, quoi. Juste, est-ce que ces personnages sont spéciaux ? Est-ce qu'on joue des personnages spéciaux dans les chants de Tindalos ou est-ce que ce sont des hommes et des femmes de la rue ? Alors, écoute, c'est une bonne question. Si par spéciaux tu entends pourvu de capacités extraordinaires, non, évidemment que non. En revanche, ils ont tous leur petit toc. Et si par spéciaux tu entends ça, alors oui, évidemment. En l'état, dans le manuel, alors le palier 4 pré-tirés supplémentaires a été débloqué. Donc il y aura 12 pré-tirés qui seront chacun genrables au masculin et au féminin, parce qu'il y a de plus en plus aussi de joueuses et puis même si un gars veut s'identifier à une personnage femme, trop bien, il a la possibilité de le faire, quoi. Donc en fait, voilà, on a ce même personnage, genrable masculin-féminin, et puis il y a un paquet d'archétypes. Il y a la photographe d'art, le journaliste d'investigation, le professeur d'université, le cambrioleur, le pilleur de tombes, le psychanalyste, l'aliéniste par la parole, l'investigateur occulte, tu vois, le Scully. Voilà, donc il y a ça c'est les pré-tirés.
Et puis après, il y a certains personnages certains scénarios qui exigent des personnages sur mesure, avec des backgrounds détaillés. Ça sera notamment le cas de la grande campagne, où pour le coup les backgrounds des personnages sont vraiment très très longs, parce qu'en fait on a fabriqué la grande campagne autour de nos personnages, enfin de nos PJ. Pour revenir sur cet aspect de rendre à César ce qui est à César et tout ça, quid du mythe de Cthulhu? Ah, merci pour cette question. En fait, tout le pari pour nous, et ça depuis l'origine, hein, vraiment depuis le J1 de la création du scénario, ça a été de recréer un mythe de Cthulhu à notre sauce. Il y a plusieurs raisons à ça. Alors, l'une d'entre elles, c'est que on trouvait ça à la fois flatteur pour Lovecraft, mais en même temps un peu agaçant. Les joueurs experts qui savent lorsqu'on dit, je sais pas, Yugoth. Ah bah oui, Yugoth, c'est Pluton, c'est là où habitent les Migos. Et donc en fait, toute l'horreur indicible et innommable développée par Lovecraft, elle était éventée comme ça par des joueurs qui connaissaient le lore souvent mieux même que les maîtres du jeu. Donc ça, c'était une idée. On voulait en fait surprendre. Et donc en fait, les forces occultes qui traversent Bath sont, on l'espère, surprenantes. On en présente 18 jeux de mémoire. Enfin, il y a 18 créatures et principes métaphysiques qui seront présentés dans le manuel. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est aussi ce qui a guidé le choix de s'appeler les Chants de Tyndalos et pas Cthulhu quelque chose ou quelque chose Cthulhu. C'est qu'on voulait en fait s'inscrire dans la tradition de ceux qui travaillent et retravaillent le mythe de Lovecraft, plutôt que de ceux qui le reprennent tel quel. En fait, on y voyait davantage de liberté. Il faut voir le mythe de Lovecraft, je crois, fondamentalement, comme un mythe des origines. C'est le tour de force de Lovecraft, c'est ce qui fait que, au fond, c'est un écrivain, mais il est vraiment pas si littéraire que ça. Parce que ce qu'il a créé, c'est une mythologie. Et cette mythologie, comme toutes les mythologies, elle est susceptible de prise, de reprise, d'appropriation et de réappropriation. Et c'est exactement ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire qu'on est à la fois fidèle et infidèle à Lovecraft, fidèle à l'esprit du mythe, infidèle au mythe tel qu'il l'a fabriqué lui. Peut-être pour finir cette première partie, quand on pledge votre jeu, qu'est-ce qu'on va avoir? Le bouquin, vous en parlez, il fait plus de 500 pages. Qu'est-ce qu'il inclut? Tout à l'heure, on parlait d'une ville que vous avez créée. On parlait de cartes et tout ça. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Alors, tout ce qu'on va pouvoir retrouver dans notre pledge. Alors déjà, comme on en parlait tout à l'heure, on a le livre qui fourmille d'une abondance de personnages. Donc on en a évoqué plusieurs centaines tout à l'heure, mais finalement on en aura plutôt autour de 180. Nous avons aussi tous les quartiers de la ville de Bath, donc, qui vont être détaillés avec leur histoire, les commerçants que vous pourrez trouver, les différentes habitations, les noms de rues, les lieux de culte. Vous aurez aussi également un bestiaire assez développé. Vous pourrez retrouver tout un tas de créatures grouillantes, rampantes, indescriptibles. Vous aurez également, alors en dehors du bouquin, des marque-pages illustrés par notre cher et grand ami illustrateur Benjamin Boyer, qui a de l'or entre sa plume, si je puis me permettre. Vous aurez également des cartes détaillées de base avec des zooms sur différents quartiers. Vous pourrez avoir plus de détails si vous voulez vraiment plonger dans un quartier en particulier. Par exemple, je pense au quartier Saint-Jean ou au quartier du Swamp. Vous aurez également un artbook de quelques pages avec des illustrations inédites de notre illustrateur. Vous pourrez également retrouver des paquets de cartes PLP, donc nos cartes Perdre les pédales, où vous aurez 3 decks différents. Voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose, Damien, peut-être? Ouais, l'écran, peut-être. Et puis juste pour revenir sur le livre,
Pour revenir sur le livre, en fait, tu parlais de quartier. L'idée pour nous, c'était de faire une sandbox, hein, vraiment un bac à sable. Dedans, en fait, il n'y a aucun besoin de connaître l'intégralité des personnages pour jouer, bien sûr que non. Il suffit d'en piocher quelques-uns. Nous, on a agrémenté, on a saupoudré des idées de scénario. On a saupoudré des idées de scénario partout. Il y en a une centaine. Et donc, en fait, voilà, l'idée, c'est vraiment, tu lances ta canne à pêche, hop, tu vois, et puis tu remontes là avec le moulinet et tu vois ce que tu ramasses. Quelques personnages, une idée de scénario, et puis hop, c'est parti, quoi. Voilà, et puis il y a 3 scénarios qui sont tout faits. Il y a une liste de PLP, il y a les règles, il y a du contexte. Vraiment, il y a un paquet de trucs. Je l'ai dit l'autre jour. J'ai dit que j'avais un peu peur que ce soit prétentieux. Peut-être que ça l'est, mais je vais quand même le redire. On espère qu'en 540 pages, il n'y a pas trop de gras. On espère avoir enlevé les redites et on a vraiment voulu travailler le texte à l'os. En même temps, bon, voilà, ça fait 4 ans et demi qu'on le travaille, hein, donc c'est pour ça aussi qu'on a mis aussi longtemps à sortir. Donc pour retrouver ce financement participatif, est-ce que vous avez, dites-nous où est-ce qu'on peut trouver ça, quels sont les liens, les choses. On peut le trouver sur Game on Tabletop et on a fait un petit lien rapide, valpurgis.fr/fp. De toute façon, on mettra aussi les liens dans les commentaires de la vidéo du podcast. Alors vous pouvez aussi retrouver le lien dans notre bio Instagram, ainsi que le lien de notre Discord. Et vous pouvez aussi retrouver le lien du FP sur notre Discord et sur notre page Facebook. Voilà, donc le plus globalement, simple, c'est pas très compliqué. Ouais. Voilà, que vous rejoignez Discord, Facebook ou Instagram, ou même sur notre site leschandetindalos.fr, vous avez les liens de tous nos réseaux et du financement participatif dessus. Donc à vous de choisir le réseau que vous préférez. Bien, voilà ce qui conclut cette première partie. Je pense que tout comme nous, vous avez très envie d'aller sur les chiens de Tindalos et d'y participer, comme les champs de Tindalos, décidément. Hein, ils m'ont rattrapé, ces satanés chiens. Et de participer, de pledger comme on a pu le faire. Et on ne peut que vous y encourager. Et on se retrouve dans une deuxième partie pour parler un petit peu plus de l'univers, du monde et puis craft.